Bonjour, je suis ravie de vous retrouver une fois encore sur Monaco Info pour ce journal consacré à votre actualité 100% monégasque au sommaire de ce nouveau journal. On ouvrira une large page culturelle avec la remise des prix de la Fondation Prince-Pierre qui a eu lieu ce mardi à la salle Garnier. Rencontre avec Dora Garcia qui a reçu le prix international d'art contemporain pour son œuvre intitulée The Deviant Majority. Moment privilégié entre les auteurs et les lecteurs du marathon de lecture et de la bourse de la découverte. Des nouveaux locaux pour le centre scientifique de Monaco. Moment d'échange et de partage pour les différentes organisations non gouvernementales de la Principauté et la direction de la coopération de Monaco. Après la Fondation Prince Albert II, c'est au tour de la Fondation Prince-Pierre de remettre ses prix. Une cérémonie qui s'est déroulée mardi soir à la salle Garnier en présence de la princesse Caroline. Vous le savez, la Fondation célèbre chaque année les créations et les créateurs. Alors, quel est le palmarès de cette année 2013? La réponse dans ce reportage est signée Émilie Rousseau. C'est dans la mythique salle Garnier que la Fondation Prince-Pierre a dévoilé son palmarès pour cette année 2013, et ce en présence de la présidente de la Fondation, la princesse Caroline de Hanovre. Avant de dévoiler les lauréats, un hommage a été rendu à Henri Dutilleux, grand compositeur français, président d'honneur du comité musical de la Fondation et disparu en mai dernier. Voilà plus de 60 ans que ce prix existe. Le prix littéraire récompense chaque année un écrivain pour l'ensemble de son œuvre. Et cette année, la Fondation a honoré le travail d'Alain Mabanckou, lauréat du prix Renaudot en 2006 et récompensé par l'Académie française en 2012. Quand vous gagnez un prix, il faut toujours regarder ceux qui vous ont précédé. Et parmi ceux qui m'ont précédé, il y a des grands écrivains que j'aime, que j'ai lus. Je pense à Patrick Modiano qui a eu le même prix, Maurice Druon, Le Clésio. Tous ces grands écrivains sont comme pour moi des maîtres. Aujourd'hui, venir recevoir ce prix, c'est comme si on m'invitait à une table qui était tellement obséquieuse que j'en tremblais même. On me donne une chaise, mais je voudrais m'asseoir sur un tabouret. Donc c'est pour ça que je disais que ce prix m'allait droit au cœur, parce qu'il avait un caractère spécifique. Le conseil littéraire qui choisit, qui désigne, est un conseil très très respectable. Et c'est un prix qui n'est pas en quelque sorte dans les embrouilles des prix littéraires parisiens où ce sont toujours des traquenards de maisons d'édition qui font ceci. Ici, il s'agit de littérature et de côtoyer dans la sélection des écrivains aussi prestigieux qu'Hélène Cixous, que de Philippe Labro ou Alexis Vaxelikis ou encore Reza. Et ça fait très très plaisir. Pour moi, c'est la littérature qui a triomphé aujourd'hui. Les lycéens ont eu un coup de cœur pour le livre de Chloé Schmitt, Les Affreux, l'histoire d'un homme qui perd l'usage de son corps. Pas tout à fait mort, plus réellement vivant, il assiste, impuissant, au spectacle d'un monde sur lequel il n'a plus prise, une histoire qui a séduit le jury de lycéens. Nous avons choisi Chloé Schmitt pour l'originalité de son thème, le handicap. C'est un sujet sensible, difficile à aborder et qui n'est pas forcément dédié à un jeune lectorat comme le nôtre. Donc c'est effectivement cela qui nous a plu. Et voilà. Yannick Granek a elle reçu la bourse de la découverte pour la déesse des petites victoires. Son ouvrage revient sur le travail d'une jeune documentaliste qui cherche à récupérer des archives sur Kurt Gödel auprès de sa femme. Kurt Gödel, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Je ne reviens pas parce que je pense que j'ai toujours pas réalisé que déjà on veut bien me lire, en fait, tout simplement. Évidemment, on peut pas, je ne pourrais pas dire que je l'ai écrit pour ne pas être lu, mais c'est tellement miraculeux, surtout sur un sujet qui a priori est complexe et qui effraie beaucoup de gens. Quand on dit le mot mathématicien, on a à peu près les 3/4 d'une salle qui se vide. Donc je suis ravie et je crois au miracle, voilà, ça y est. Pour une extrême rationaliste, je crois au miracle. Et d'entendre quelques extraits de votre livre, lu par Fanny Ardant, qu'est-ce que l'on ressent? Alors là c'est au-delà de tout, c'est particulièrement émouvant et
Et j'ai l'impression d'être un peu comme dans la rose pourpre du Caire, quand les acteurs sortent de l'écran et que d'autres rentrent et que la fiction rejoint la réalité. Et je ne sais plus là ce soir si je suis dans la fiction, la réalité, je ne sais plus. Dites-moi si je suis réelle, vous pouvez me le dire? Je pleurerai, non de jalousie pour sa robe de meringue blanche. Vous venez de l'entendre, Fanny Ardant était présente à la salle Garnier ce mardi soir. L'actrice a lu un extrait du livre de chaque lauréat. À noter que d'autres prix ont été remis lors de cette soirée. Toshio Osokawa a reçu le prix du coup de cœur des jeunes musiciens pour son œuvre Horn Concerto, Moment of Blossoming. Dora Garcia fait également partie des lauréats de cette année 2013. Elle a reçu le prix international d'art contemporain pour son œuvre intitulée The Deviant Majority. Une équipe de Monaco Info l'a rencontrée à la Villa Paloma. Créé en 1965, le prix international d'art contemporain est décerné tous les 3 ans par la Fondation Prince-Pierre. Et cette année, le 45e prix a été décerné à Dora Garcia pour The Deviant Majority. Cette artiste espagnole s'intéresse à tout ce qui intervient dans la communication entre un artiste et son public. Elle imagine d'ailleurs des scénarios au cours desquels acteurs et spectateurs jouent des rôles en fonction de règles préétablies. The Deviant Majority a été proposé par Agustín Pérez Rubio, un critique d'art et commissaire d'exposition. Il fait partie du réseau de parrains de la Fondation Prince-Pierre, un réseau que la Fondation consulte régulièrement pour sélectionner les futurs lauréats du prix international d'art contemporain. J'avais toujours en tête une des plus belles œuvres que j'ai jamais vues. C'est pour cela que j'ai choisi cette artiste espagnole. J'ai été très heureux d'avoir proposé Dora Garcia, qui est non seulement connue en Espagne, mais également dans le monde entier. J'ai été très surpris quand j'ai appris qu'elle avait gagné ce prix. Bien sûr, pour moi, à la base, c'est déjà une gagnante. Quand j'ai proposé la vidéo de Dora à la Fondation, j'ai su que Maria Linde et Lorenzo Fusi et d'autres créateurs faisaient partie du jury et que de très bons artistes étaient en lice pour ce prix. Mais je suis si fier d'être aujourd'hui celui qui a proposé la gagnante du prix international d'art contemporain de la Fondation Prince-Pierre. Dora Garcia présente désormais un nouveau projet artistique inédit, The Joycean Society, et la suite de The Deviant Majority. Il a été présenté en mai dernier à la Biennale de Venise par la Fondation Prince-Pierre et est désormais visible à la Villa Paloma. Ça fait partie d'une espèce de recherche sur l'idée de la littérature marginale. Et les, pour ainsi dire, les sociétés qui se dégagent de l'admiration ou la pratique de ces littératures. Le film The Joycean Society a été réalisé autour d'un groupe de lecteurs du livre Finnegan's Wake de James Joyce. Un travail abouti est réalisé grâce à ce prix et au crédit de la production d'œuvres nouvelles du PIAC et dont le nouveau Musée national de Monaco vient de se porter acquéreur. Il se trouve que l'œuvre de Dora s'inscrit dans une démarche de l'artiste qui est antérieure au prix et qui va aller après le prix. Donc la Fondation Prince-Pierre est tout à fait dans son objet puisqu'elle découvre, elle met en avant, elle diffuse et elle sert l'artiste en lui permettant de poursuivre son œuvre. C'est une sorte de boucle qui est bouclée. La boucle est bouclée. Le prix international d'art contemporain comporte également 2 prix associés. Le premier est le prix pour un texte sur l'art. Il a été remis à Morad Montazami pour un article sur la photographie. Moessat a lui reçu l'aide aux conférences et au partage des savoirs, prix destiné à un chercheur pour aider à développer un projet de recherche. Et Dora Garcia, comme tous les autres lauréats, a été reçue le lendemain de cette cérémonie au Palais Princier. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les lauréats ont été accueillis par le prince souverain et sa sœur, la princesse Caroline, mercredi en fin de matinée. La princesse de Hanovre, qui, je vous le rappelle, est présidente de la Fondation Prince-Pierre. Son Altesse Royale, que l'on retrouvait d'ailleurs dimanche à l'Auditorium Régnier 3 pour un concert exceptionnel donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Une première mondiale dont le compositeur a reçu en 2008 le prix musical de la Fondation Prince-Pierre. José Sacré a assisté à ce concert. La
La création mondiale d'une œuvre musicale par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est toujours un événement. Celle à laquelle nous avons assisté dimanche 29 septembre l'était à plusieurs titres. D'abord, il s'agissait d'une œuvre pour percussion solo et orchestre, plutôt rare dans le répertoire. Le soliste, le niçois Daniel Ciampolini, est l'un des plus grands percussionnistes d'aujourd'hui. Et surtout, le compositeur était Peter Rödvos, qui a reçu en 2008 le prix de composition musicale de la Fondation Prince-Pierre de Monaco pour son concerto pour violon et orchestre intitulé Seven. Il est de tradition, c'est le règlement du prix, que le lauréat reçoive une somme pour son prix et également une commande. Donc la Fondation Prince-Pierre commande à chaque lauréat une pièce. La chance, c'est que cette fois-ci, c'est une commande qui a été faite, c'est la liberté du compositeur, n'est-ce pas, pour orchestre. Et nous avons un orchestre à Monte-Carlo, ça se sait, un bon orchestre à Monte-Carlo. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir le compositeur, la pièce commandée par la Fondation et notre orchestre qui la crée. J'ai écrit beaucoup de concertos, c'est toujours un instrument soliste, parce que c'est ce que j'aime, c'est le dialogue. C'est le dialogue avec le public d'un côté, et quand on produit la musique, parce que je suis aussi chef d'orchestre, alors j'ai un contact permanent avec le public. Mais quand on a un soliste, ça crée une situation dans laquelle vraiment passer, poser une question et attendre une réponse. Le percussionniste qui, par exemple, tout au début, il dit un mot, il dit vers le tom-tom, il dit « apprends-le ». Alors je te dis ça, essaie de le jouer. Lalitala, pop, 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 pop. Lalitala, pop, pop, pop. Kudora, kudora, toto. Et maintenant, aussi le public va apprendre avec nous comment les instruments commencent à parler, entre guillemets. Et bon, ça c'est la base de ma pièce. Speaking drum, speaking donc parlant, ça veut dire que le percussionniste doit dire certaines onomatopées, des sons comme ça qu'il produit avec donc sa bouche, en même temps qu'il joue. Donc en fait, Peter Rödvos s'inspire de ces percussionnistes indiens qui jouent des tablas, vous savez, et qui ont tout un langage qui va avec le son des tablas. La percussion solo avec un grand orchestre, ça n'existe quasiment pas. Les pièces qui ont été déjà créées, il y en a quelques-unes, elles n'ont malheureusement pas passé le soir de la création. Souvent, ce sont des choses qui sont aux oubliettes, qui sont tombées aux oubliettes. Alors là, il se trouve que Peter Rödvos est un grand compositeur. C'est de toute façon déjà un grand monsieur de la musique du XXe siècle et du XXIe. Et donc, j'espère que cette pièce deviendra dans quelques décennies quelque chose qui fera partie du répertoire des futurs percussionnistes. On est un peu des pionniers, vous savez, encore en percussion. C'est pas comme le piano ou le violon, hein. Comme vous l'avez vu, les lauréats des prix littéraires ont eux aussi été proclamés mardi soir à la salle Garnier, organisée dans le cadre de l'attribution du prix littéraire et de la bourse de la découverte. Le marathon de lecture a pour objectif d'associer principalement le public à l'action de la Fondation. Dans le domaine littéraire, une rencontre entre auteurs et lecteurs a eu lieu en début de semaine à la bibliothèque Louis Notari. Retour sur cet événement. Des instants de partage aussi rares que intenses pour ces manifestations de la Fondation. Concernant le marathon de lecture et la bourse de la découverte, les lecteurs ont pu rencontrer les auteurs des livres qui les ont captivés durant tout l'été. Des ouvrages qui ont été, je vous le rappelle, sélectionnés par les membres du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre. Alexandre Guillaumard a écrit il y a un an un roman intitulé « Sur la panaméricaine » et qui parle d'une traversée de l'Amérique centrale en voiture. Il revient sur son expérience.
Comme son nom l'indique, la bourse de la découverte, c'est aussi pour mettre un peu l'accent ou la lumière sur des livres dont on n'a peut-être pas énormément entendu parler à leur sortie. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de presse à ce moment-là, mais donc c'est pour ça que je suis ravi d'être ici. Je dois dire aussi qu'étant donné la constitution du jury du conseil littéraire, qui sont plutôt des gens très académiques, issus de l'Académie Goncourt, de l'Académie française, assez âgés, faut bien dire ce qui est, plutôt des octogénaires. C'est pas forcément le public que j'avais en tête quand j'ai écrit mon livre, qui est un livre un peu dans la veine anglo-saxonne de la littérature de backpack, qui est quelque chose qui n'existe pas tellement en France. Je pense plus à un livre comme La Plage, qui ensuite a été adapté au cinéma avec DiCaprio. Donc c'est drôle de voir qu'on peut avoir finalement des publics qu'on n'attendait pas spécialement. C'est une bonne surprise en fait. Si du 12 juin au 30 août, tous les lecteurs des médiathèques de la Côte d'Azur ont pu lire assidûment les ouvrages sélectionnés par les membres du conseil littéraire et partager leurs impressions grâce à un formulaire, les collégiens de Monaco ont eux aussi participé à ce projet de lecture en faisant preuve de beaucoup de constance et de sérieux malgré leur jeune âge. Une grande fierté pour leurs professeurs de lettres. J'ai eu, je crois, beaucoup de chance et j'ai eu des élèves qui étaient très intéressants et très intéressés et qui ont accepté de jouer le jeu, qui ont accepté de lire 2 livres pendant les vacances, d'écrire une critique et d'aller jusqu'au bout de cette expérience en venant aujourd'hui recevoir les auteurs ici à la Bibliothèque Notari. Ça a été vraiment une grande joie pour moi, un très grand honneur et une très grande fierté aussi. J'ai trouvé ce projet très intéressant car c'était la première fois qu'on était confrontés à faire un travail de lecture analytique comme nous avons eu à le faire. Alors au départ, c'était un petit peu compliqué de comprendre la méthode et puis finalement, je pense que ça nous a beaucoup aidé, ça va beaucoup nous aider sur notre année de 3e pour faire le français. Et un livre en préférence ? J'ai beaucoup aimé Art de Yasmina Reza. Même, c'est vraiment, je trouve le langage vraiment d'actualité. En plus, le fait que ça a été écrit vraiment pour les acteurs de théâtre fait que c'est un chef-d'œuvre, j'ai trouvé. Et aussi, j'ai beaucoup aimé Potentiel du sinistre. Vraiment, cette vue de la vie en entreprise est vraiment très réaliste. Je lisais quand même un peu auparavant, mais ces livres qu'on a lus, ils nous ont beaucoup motivés pour continuer la critique et le travail de la Fondation Prince-Pierre, dont on remercie, parce que c'était une occasion qu'on n'avait jamais eue auparavant. Et c'était des très bons livres, et je remercie aussi les auteurs pour leur ouvrage, parce que c'était vraiment un chef-d'œuvre et c'était fantastique à lire. Cette année encore, les 2 meilleures critiques littéraires rédigées par les lecteurs ont été récompensées et ont été invités ce mardi à assister à la cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince-Pierre. On prend à présent la direction du Palais Princier où les cérémonies de remise des lettres de créance ont eu lieu ce mercredi matin. Son Excellence, M. Chakri Ben Moussa, ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc. Le prince souverain a reçu l'ambassadeur de Sa Majesté, le roi du Maroc, l'ambassadeur de la République d'Albanie et l'ambassadeur de la République des Seychelles. Les 3 ambassadeurs ont remis leurs lettres de créance au souverain avant de s'entretenir personnellement avec lui. Le centre scientifique vient d'inaugurer ses nouveaux locaux situés désormais sur le quai Antoine Ier. Un déménagement qui va permettre aux équipes de mieux collaborer, mais aussi de diligenter des nouveaux axes de recherche. Plus d'explications avec Élodie Messager. Le centre scientifique de Monaco fait peau neuve. Les chercheurs ont quitté les installations du musée océanographique devenu obsolète pour un nouveau laboratoire situé sur le quai Antoine Ier. Cette surface de 2500 m², équipée de technologies de pointe, offre un environnement scientifique favorable à la mise en place d'une nouvelle dynamique de travail pour les équipes. Il y a aussi un avantage fondamental qui est de mettre en contact et de mettre en rapport des chercheurs d'origines diverses. Et nous attendons beaucoup de cette interdisciplinarité, c'est-à-dire de la conjonction de la recherche à la fois en biologie marine, en biologie médicale. Je suis persuadé qu'il y aura des échanges extrêmement enrichissants pour les 2 communautés, des biologistes marins et des biologistes médicaux, et on peut même espérer arriver à tirer des produits de la mer, des protéines à destinée médicale qui puissent avoir une action thérapeutique.
Développer des partenariats, susciter l'intérêt des laboratoires font partie des ambitions du Centre scientifique de Monaco qui se classe au 8e rang mondial en nombre de publications sur les coraux. Outre la biologie marine, l'organisme de recherche s'est spécialisé ces dernières années dans la biologie polaire et la biologie médicale. Dans ce domaine précisément, les nouvelles surfaces de travail vont permettre de plus amples expérimentations consacrées à la lutte contre le cancer. Ces locaux possèdent une salle de culture pour des cellules tumorales dédiées, qui est très performante, très bien équipée, qui nous permettent non seulement de propager des cellules en culture qui sont connues depuis de nombreuses années, mais également, et c'est ça le challenge, c'est d'essayer de récupérer des cellules tumorales de tumeurs de patients fraîchement prélevées pour essayer de comprendre pourquoi les traitements ont échoué. Et ça, on peut le faire maintenant dans les espaces que l'on a qui sont particulièrement propices pour ce type de travail. Le souverain, qui a toujours encouragé le développement des activités du centre scientifique, était présent, accompagné de plusieurs ministres du gouvernement, pour l'inauguration de cette unité de recherche mardi après-midi. C'est un rendez-vous traditionnel. La direction de la coopération de Monaco réunit autour d'elle les différentes organisations non gouvernementales de Monaco. Au programme de ces échanges, informations et partage d'expériences pour contribuer toujours un peu plus de faire de Monaco un pays tourné vers les autres et prêt à répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. C'est un reportage de Patricia Navarro. Sur la quarantaine d'associations recensées en principauté, une vingtaine a assisté à la réunion d'information proposée par la direction de la coopération internationale sous l'égide du conseiller de gouvernement pour les relations extérieures. Pour certaines, bien ancrées dans le tissu associatif, il s'agit d'un moment privilégié où sont présentés les bilans d'opérations communes telles que le Monaco Collectif Humanitaire ou le Monaco Collectif Haïti. Mais c'est aussi également l'occasion de rappeler les objectifs et choix politiques de la principauté en matière d'aide au développement. Pour les associations les plus récentes, ce rendez-vous leur permet de présenter leurs actions et d'échanger avec leurs homologues plus expérimentés. Des formations leur seront également proposées par la Croix-Rouge monégasque. On a soif de ça parce que, comme l'a dit un de notre collègue de la Croix-Rouge, c'est un métier extrêmement à prendre avec beaucoup de responsabilités, avec des hauts professionnalismes parce qu'on porte l'argent de notre bénévole vers une action humanitaire. On est ici pour faire un échange, la union fait la force. On pense que c'est alimenter de l'expérience de tous les ONG anciens, plus anciens que la nôtre en tout cas en principauté, c'est qui est un cadeau aujourd'hui pour nous. C'est vrai qu'on est beaucoup, mais on ne se connaissait pas tous forcément. Donc une première chose, c'était de se présenter. Et la deuxième chose, c'est de présenter mon projet d'école de filles, donc qui n'est plus un projet comme je vous l'ai dit, parce que donc on a créé cette école dans l'urgence, parce que nous nous sommes rendus un mois à Udaipur. Et il y avait vraiment l'urgence de créer cette école. Donc j'attends éventuellement pour les années à venir une petite aide. Et au-delà du rôle d'interface ou de facilitateur que souhaite jouer la coopération internationale de Monaco, cette entité apporte également, à l'issue d'une sélection rigoureuse, une aide pécuniaire à certains projets proposés par ces associations, une aide non négligeable. L'idée, c'est plus d'être un facilitateur et un coordinateur, de les mettre ensemble, de nous mettre avec eux, d'entendre et de savoir ce qu'ils font. C'est, pour être tout à fait honnête, avant tout, à mon avis, le meilleur endroit pour qu'ils se parlent entre eux, parce que très souvent, comme dans tous les métiers, on a la tête dans le guidon, on n'a pas beaucoup le temps de parler avec ses pairs et avec les autres structures qui font la même chose. Donc d'abord, c'est à mon avis ça. Et ensuite, bien sûr, c'est pour leur rappeler que l'État, comme tous les États européens, présente un guichet d'aide publique à destination des organismes de la société civile œuvrant dans la solidarité internationale. Les appels à projets sont effectués en décembre pour un conventionnement au printemps. L'aide allouée peut aller jusqu'à 75% du budget global lorsque le projet est destiné à l'un des pays d'intervention de la coopération internationale monégasque. Elle est de 50% pour tous les autres pays. Après toutes ces informations, il est à présent temps de faire un point sur la météo. Jeudi, retour du soleil par intermittence, un vent d'Italie soufflant parfois assez fort et des températures en baisse. Vendredi, un ciel se partageant entre instants nuageux et moments ensoleillés. Le vent continuera de souffler, le ciel se fera menaçant en fin de journée. Samedi, dégradation de la météo, un ciel très nuageux avec une forte menace de pluie.
Et pour finir, dimanche, le temps sera toujours aussi maussade avec des averses et du vent. Après cette météo des plus réjouissantes, Élodie Messager vous emmène à présent dans les airs avec son magazine 24 heures consacré à l'héliport de Monaco. Au revoir.